Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Accueillir les extraterrestres. C'est au tout début des années 50 qu'un ressortissant américain, M. George Van Tassel, le sage de Giant Rock, semble bien s'être considéré le premier comme un contacté. Il fit élever un temple circulaire construit sans la moindre trace de fer, où les extraterrestres devaient se présenter pour aider les hommes à découvrir le secret de l'immortalité. Messieurs Truman B. Turome et Daniel Fry partagèrent alors également, en ce qui les concernait personnellement, la même conviction. Daniel Fry prétendit par exemple qu'un extraterrestre lui avait communiqué à bord de sa soucoupe volante un message social et religieux. Quant à la patrie de Descartes, elle eut aussi très rapidement ses propres contactés. De très médiatiques précurseurs, George Adamski et ses groupes internationaux. Mais en 1952, un autre ressortissant américain, M. George Adamski, devait encore révéler à un monde incrédule que les soucoupes volantes étaient habitées et qu'il en avait rencontré les occupants. Il était donc devenu, lui aussi, un précurseur. Il prétendait en effet avoir rencontré un Vénusien à Desert Center le 20 novembre. Mais il avait déjà écrit un roman sur un thème semblable, 3 ans auparavant. Cet ouvrage de pure fiction s'intitulait Pioneers of Space, A Trip on Moon, Mars and Venus. Il faut préciser ici qu'Adamski était alors membre d'un improbable club des penseurs avancés, et qu'il se faisait appeler professeur. Ce philosophe étudiant donnera ensuite, dans un livre maintes fois réédité, fort bien diffusé, et intitulé Les soucoupes volantes ont atterri, toute sa dimension mystique au phénomène. Car comme disait auparavant Adamski durant ses nombreuses conférences, c'est le jeudi 20 novembre 1952, à 12h30, que je rencontrai un homme d'un autre monde. Il était arrivé sur Terre dans son vaisseau spatial, une soucoupe volante qu'il appelait un navire éclaireur. Cet ouvrage du professeur Adamski, disponible en France dès l'année 1954, présentait en fait surtout avec l'aide de M. Desmond Leslie, des témoignages du passé et des cas tirés de divers écrits anciens dans une perspective quasi-occultiste. Une revue parisienne de fort belle facture, Astrodyssée, proclama alors immédiatement que les soucoupes volantes venaient pacifiquement de la planète Vénus et qu'elles devaient se manifester à nouveau, entre le 17 mai et le 14 juin 1954. De plus, le professeur Adamski diffusait généreusement un grand nombre de photographies présentant les fameux engins extraterrestres. Mais George Adamski sera rapidement plagié, et dès l'année 1959, un nommé Howard Menger devait affirmer, dans un livre qui sera traduit en français quelques années plus tard sous le titre Mes amis les hommes de l'espace, avoir été lui aussi contacté, puis être allé dans l'espace et même s'y être marié avec une Vénusienne. On le voit, la surenchère était alors de mise parmi les contactés. Cependant, un autre ouvrage d'Adamski, paru au milieu des années 50, sera pour sa part disponible en version française en 1979. Il se nommait À l'intérieur des vaisseaux de l'espace, et avait auparavant fait sensation par sa description prémonitoire des lucioles de l'espace, c'est-à-dire des particules lumineuses scintillant autour des capsules spatiales et des fameuses ceintures de Van Allen. Mais en 1972 déjà, et depuis Biarritz, Jean-Gérard Domen avait pu assumer, avec son ouvrage bizarrement intitulé À identifier et le cas Adamski, une tentative de défense originale du défunt professeur. On y dissertait en effet sur la taille de la soucoupe, ou la trace de pas du Vénusien. Monsieur Domen s'y penchait également, plus largement, sur les corrélations existant entre les observations d'OVNI et les sites mégalithiques ou encore, sur les couloirs permanents d'observation. Cependant, vers la fin des années 1970, il n'existait plus guère en France, de groupe George Adamski et l'ultime carré des admirateurs hexagonaux de ce philosophe, étudiant. Professeur, intéressé par le problème des soucoupes volantes, comme ce dernier avait aimé à se définir, était obligé de se replier sur le Sussex ou en Belgique. Pourtant il faut noter que lorsque, en 1974, le journaliste Jean-Claude Bourret avait fait sur France Inter une rapide allusion à M. Adamski, une cinquantaine de missives enflammées avaient encore pris la défense de la mémoire de ce premier contacté, décédé en 1965,
ce qui prouvait bien alors, et malgré la ferme opposition du très officiel Centre national d'études spatiales, la persistance du mythe forgé par le professeur défunt. De même, outre-Atlantique ou outre-Manche, les enfants d'Adamski restaient des plus entreprenants. Ainsi, durant l'année 1978, paraîtra un ouvrage signé par Joseph Whitfield et intitulé The Treasure of Eldorado, dans lequel cet auteur faisait la part belle à ses contacts télépathiques avec diverses entités, dont le grand maître cosmique Eldorado, et précisait que la Bible était en fait un traité codé de physique nucléaire permettant de comprendre les dynamiques nucléaires du sexe cosmique. Les voyages en astronef éthérique étaient de plus monnaie courante dans l'imaginaire de M. Whitfield, dont le livre sera enfin tardivement traduit en français, durant l'année 1991. En 1985 encore, paraissait en France une traduction tardive d'un ouvrage du professeur Adamski, L'adieu aux soucoupes volantes, lequel datait en fait, dans sa version anglaise, de l'année 1961. George Adamski y développait encore et toujours ses vues scientifiques et philosophiques, mais il y faisait aussi plus prosaïquement le récit de son tour du monde de l'année 1959. Il est vrai que le terrain hexagonal avait été auparavant préparé par M. Mark Halley, lequel avait publié, en 1983, un livre intitulé Desert Center. George Adamski, dans lequel il défendait avec une certaine réserve cependant au vu de l'exploitation commerciale ultérieure du phénomène, la réalité des observations d'Adamski durant les mois de novembre et décembre 1952. Il faut noter enfin que George Adamski précisa sans cesse que ces groupes internationaux ne devaient pas être confondus avec l'émanation d'une croyance religieuse. En effet, disait le professeur, le programme des hommes de l'espace est purement scientifique et n'a rien à voir avec une quelconque forme de religion. On pouvait donc imaginer qu'Adamski estimait être l'émissaire d'un monde scientifique avancé qui remplacera la religion. Car la science officielle elle-même, en annonçant dès les années 50 des possibilités de vie dans tout l'univers, avait accrédité la thèse extraterrestre en matière d'ovnis. On ne s'étonnera pas, notera ensuite la très rigoureuse Fédération française d'ufologie, si les groupuscules cultuels actuels voyant dans les ovnis une planche de salut, adhèrent avec conviction à l'hypothèse extraterrestre. Le Centre d'études Fraternité Cosmique. Le Centre d'études Fraternité Cosmique, fondé en 1962, édité pour sa part, à la fin des années 70, une plaquette de conseil des extraterrestres autériens, destinée à améliorer la vie de ces derniers et surtout, à les empêcher de s'auto-anéantir. En effet, les extraterrestres, également nommés instruments de la vérité du temps de tous les temps, y annonçaient que si l'humanité continuait à mener une vie négative sur Terre, elle allait droit à son autodestruction. Le Sicilien Eugenio Siragusa, un ancien fonctionnaire de l'octroi de Catagne, fondateur du centre, affirmait ainsi confusément, et depuis le milieu des années 50, que les extraterrestres existaient et qu'il les avait rencontrés en compagnie du consolateur, nommé Adoniésis. Car il y avait 75 000 ans environ, les artisans de la vie de Dieu manifestés avaient accompli sur notre planète une structuration cosmogonique aux prédispositions évolutives initiales. Il fallait alors, on le voit, impressionner depuis la Suisse, où l'on comptait au début de l'année 1960 247 sectes et sociétés de pensée officiellement déclarées, plusieurs centaines d'adeptes disséminés en France métropolitaine, en Algérie, aux Antilles ou au Cameroun, et dont certains constituaient même une incroyable noblesse solaire de la tribu de Jean. Les extraterrestres, qui se déplaçaient dans une espèce de cercle lumineux, de couleur blanc mercuriel, semblable par sa forme à une grande toupie ou à un chapeau de curé, avaient en effet anobli cette tribu choisie par Jean comme enzyme évolutif de la masse planétaire terrestre. Bien entendu, préciseront utilement les extraterrestres, les membres de la noblesse solaire de la tribu de Jean ne devaient pas se sentir supérieurs à leurs frères humains. Cependant, ces nobles improvisés devaient comprendre qu'ils étaient fondamentalement différents, et surtout qu'ils n'appartenaient pas à la dimension dans laquelle ils se trouvaient. L'antenne française de cette organisation était nommée Cosmicha, et diffusait depuis les environs de Marseille et dans tout l'Hexagone les écrits de M. Siragusa. On y apprenait par exemple qu'Eugenio Siragusa visitait fréquemment, et en compagnie du consolateur Adoniésis, la cité souterraine de lumière dorée, un Eldorado qui se trouvait enfoui, selon lui,
à des milliers de mètres sous la cordillère centrale et orientale du Pérou. En toute logique, une ville immense et un très grand temple devaient donc être bâtis sur la plus haute montagne de la cordillère des Andes. Cette ville devait devenir le siège de la nouvelle connaissance et de la nouvelle spiritualité, tandis que les frères qui peuplaient Eldorado seront soulagés de leurs tâches et s'envoleront vers leur monde. Robert Charroux, l'immortel auteur du livre des mondes oubliés, se gossa, dès l'année 1971, de ce centre d'études fraternité cosmique, dirigé par des extraterriens et leurs vicaires sur la Terre. En effet, les extraterrestres se disent fils de la divine flamme créatrice et leur porte-parole a pour nom, Adoniésis, savant extraterrien. Le centre publie des messages dont, grosso modo, le but est de mettre en garde l'humanité contre ses mauvais instincts, et aussi de glorifier Jésus-Christ, Fils de Dieu et de la bienheureuse Vierge Marie. Tout cela ne retiendrait guère notre attention, si le centre ne publiait parfois des informations du genre de celle-ci. Du ciel à la terre, et de la terre aux savants de la médecine et aux autorités civiles et religieuses, par Adoniésis, savant extraterrien. Le sérum Boniface pourrait sauver des millions d'hommes frappés par ce mal mortel, le cancer. Après avoir rendu grâce à Jésus, le plus grand génie, il est possible d'en savoir davantage. Boniface est le nom du docteur qui a découvert, préparé et expérimenté de façon privée un sérum qui peut faire disparaître ou rétrograder le mal, et qui a le mérite, dans les cas désespérés, d'abolir la douleur. Le résultat n'est jamais négatif. Le docteur Boniface n'est pas un grand professeur, mais un humble vétérinaire qui vit à Agropoli, en Italie. Il a constaté que la chèvre n'est jamais atteinte par le cancer, et c'est à partir de cette observation qu'il a confectionné son sérum qui est actuellement expérimenté dans l'hôpital universitaire allemand de Heidelberg. Bien entendu, le fait que Robert Charroux se préparait à devenir un des inspirateurs de l'organisation cultuelle ufologique, et donc concurrente Baal Contra, avait peu à voir avec cette charge conduite, en 1971, contre le Centre d'études Fraternité Cosmique d'Eugenio Siragusa. En 1978, d'anciens disciples intentèrent pour leur part et perdirent un très médiatique et très confus procès contre l'ufologue sicilien. Après cette victoire, les amis de M. Siragusa, dont le journaliste espagnol Victorino del Pozo, futur auteur de 3 ouvrages consacrés à ce sujet, soulignèrent immédiatement les mauvaises relations existant entre l'ufologue italien et les services de renseignement de certains pays qui manipuleraient l'information sur les ovnis, sous prétexte de ne pas affoler l'opinion publique. Il faut noter que des affirmations approchantes avaient déjà été formulées, en 1970, par Saulia dello Strogolo, dans le cadre d'un livre, traduit en français en 1975, répondant à un titre évocateur, « Ce que les gouvernements vous cachent sur les soucoupes volantes ». Mais il s'agissait là, d'un travail très hétérogène et extrêmement inégal. En ce qui concernait plus précisément les ouvrages de M. Siragusa, lequel aimait alors se produire en col roulé et lunettes noires, il rapportait son voyage sur la Lune noire, précisait ce qu'étaient les vaisseaux géants des frères de l'espace, et se négociait immédiatement à près de 50 francs l'unité. L'antenne française était ainsi décrite à ce moment, comme étant une simple courroie de transmission et surtout, une redoutable entreprise commerciale. De toutes les manières, Albert Einstein aurait lui-même affirmé selon M. Siragusa, qui pour sa part fut étudiant à Poséidon, en Atlantide, que les soucoupes volantes existaient et que le peuple qui les possédait était un peuple d'humains partis de la Terre il y a 20 000 ans. En 1978, le centre de Siragusa connaîtra un semblant de dissolution, tandis qu'un dissident, Robert Negrini, tentera pour sa part de fonder une organisation concurrente dénommée l'Ordre solaire. En 1973 déjà, s'était formé autour des messages du contacté sicilien un groupe intitulé Du ciel à la terre. Cette structure diffusait par exemple des brochures depuis la ville de Genève. En 1979, l'organisation Cosmicha, spécialisée dans la diffusion des messages spirituels émanant des extraterrestres, se lancera opiniâtrement depuis Marseille, dans l'édition d'un ouvrage intitulé, de manière très explicite, Siragusa, messager des extraterrestres. C'était en fait une vaste compilation des messages reçus par le contacté, Eugenio Siragusa, mais aussi une tentative de reformulation de la véritable histoire de la Terre et de l'humanité à la lumière des enseignements de l'Atlantide et de Mu, une description des vies antérieures de Siragusa,
un descriptif du système de propulsion des ovnis et surtout, une dénonciation de la conspiration des autorités destinée à masquer la vérité. Dans le département du Var, tout proche, s'imposait d'autre part en 1978 une revue des soucoupes volantes. En 1982, Cosmicha publia également une étude intitulée Siragusa. L'Annonciateur, obscurcissement global de la planète, dans laquelle il était explicité le rôle capital de Siragusa, annonciateur de la vérité des extraterrestres auprès des puissants qui nous gouvernaient. De plus, durant l'année 1983, l'organisation Cosmicha devait rendre public un dossier relatif aux accusations portées en 1978 contre Eugenio Siragusa par d'anciens membres de sa secte, aux événements survenus pendant sa détention, à son procès et surtout au non-lieu qui suivit. Ce dossier s'intitulait Dossier Siragusa. La vérité. Toutes ces publications étaient signées, bien entendu, par le journaliste espagnol Victorino de Pozo. L'année 1984 sera marquée, en ce qui concernait les activités de l'organisation Cosmicha et de sa 50aine de membres, par l'édition, toujours depuis Marseille, d'un ouvrage intitulé Les géants du ciel. Eugenio Siragusa, lequel comprenait la description de multiples observations d'ovnis en Italie lors de l'emprisonnement du contacté sicilien Siragusa, et la relation de multiples avertissements à l'humanité. Il faut noter encore qu'au milieu des années 80, le Centre d'études Fraternité Cosmique continuait toujours à diffuser les messages de paix, d'amour et de fraternité que lui faisaient spécialement parvenir d'infatigables frères de l'espace. Monsieur Siragusa se proposait ainsi sans cesse d'apporter des éclaircissements sur de nombreuses questions relatives aux extraterrestres, et affirmait de plus être l'opérateur des êtres de l'espace sur la planète Terre depuis 27 ans qu'il était en communication avec eux. Eugenio Siragusa vendait en 1980 son œuvre condensée, en 3 volumes, au prix de 48 francs le livre. L'organe écrit du Centre d'études Fraternité Cosmique, son bulletin interne en fait, était le trimestriel intitulé Du ciel à la terre. Il était édité en Suisse. Le mouvement comportait également alors une incroyable section d'études spéciales en géophysio-biopsychothérapie, laquelle avait été fondée puis dirigée, sans surprise, par les soins de M. Siragusa. Bien entendu, toutes ces récupérations du phénomène OVNI provoquaient la colère des animateurs du Centre unique national, CUN, lesquels, basés à Milan, tentaient justement à ce moment de constituer une organisation très sérieuse. L'Association Ontologie et Mysticisme CIELTERRE. On sait qu'au début des années 70, l'émergence des sectes en France fut directement liée aux fortunes diverses qui connurent les mouvements de jeunesse post-68 art. Ceci était surtout valable pour les hippies, lesquels rejetaient les valeurs sociales, politiques et religieuses établies et prenaient des philosophies douces, c'est-à-dire essentiellement centrées sur l'amour et le mysticisme, venus d'outre-Atlantique. Ces hippies semblaient vouloir, affirmera férocement Robert Charroux, le principal inspirateur du mouvement cultuel ufologique Baal Contract, tout, mais ne donner rien. Bref, selon Charroux, ces jeunes ne travaillaient pas et aspiraient au bien-être acquis par les autres. Les fondements de la doctrine de la très mystérieuse association Ontologie et Mysticisme Ciel-Terre, l'OMCT, qui aurait pour leur part été révélés aux hommes, durant l'année 1971, par des extraterrestres d'origine terrienne, semblaient cependant être bien plus rigides que ceux de la philosophie supposée être professée par les hippies. En effet, dans l'ombre de mai 1968 se profilait la silhouette de certains jeunes révoltés qui avaient fait tomber les idoles, mais ne se sentaient pas assez solides pour se prendre totalement en main. Ainsi, cet immense souffle juvénile qui contestait l'autorité, sécréta-t-il pour les plus faibles et les moins armés de ses animateurs le besoin d'une autorité, même si, durant l'année 1974, les sectes coercitives, telles que nous en connaissons aujourd'hui, n'en étaient qu'à leur première tentative d'embrigadement. Les dévots de Krishna ne regroupaient alors, par exemple, que quelques dizaines d'éléments sur le sol de l'Hexagone. Et puis une loi, très attendue, y abaissera l'âge de la majorité à 18 ans. À partir de cet instant, si les sectes ne recrutaient pas en dessous de 18 ans par crainte des poursuites judiciaires. En revanche, il semblait que ce recrutement respectait également un âge maximum situé autour de la trentaine.
Les jeunes adultes étaient donc, ici, particulièrement courtisés. Selon l'OMCT, les extraterrestres, ou si l'on préfère, les êtres sublimes d'origine terrestre, étaient pour leur part, partis en exil volontaire il y a 12 000 ans et étaient allés sur différents autres mondes, où leur nature se serait peu à peu transformée jusqu'à devenir très différente de la nôtre. Les deux fondateurs terrestres de l'OMCT diffusaient alors des lettres mensuelles, se qualifiaient de chercheurs de lumière et proposaient finalement aux novices un programme d'initiation distillé par correspondance et par télépathie. Selon un document interne à l'association Ontologie et Mysticisme Ciel-Terre, les adeptes y étaient en liaison avec les êtres sublimes ou les initiateurs primordiaux, lesquels avaient repris pied sur cette terre en 1971 après avoir préparé, investis d'autorité, longtemps au préalable, quelques hommes et femmes de cette planète, afin de permettre à ceux-ci de coopérer totalement à leur mission de rétablissement de la vérité primordiale éternelle. Le document précisait même, avec un zeste de lucidité, qu'on pourrait croire ces propos résolument utopiques ou délirants. Il sera également promptement mis sur pied des séminaires, c'est-à-dire de véritables écoles de formation au rythme accéléré, et même des stages de travail aptes à promouvoir, nous le verrons très vite, de nouveaux chevaliers. Ainsi à l'OMCT, on ne plaisantait pas. Des examens y étaient organisés, et des récompenses y étaient accordées aux élèves les plus méritants. L'OMCT avait en fait été déclaré en 1976 à la préfecture de Nancy. Ses buts officiels étaient alors l'étude, la diffusion et l'application des données ontologiques primordiales transuniverselles, en vue de l'élévation spirituelle mentale et physique. En 1978, l'association était basée à Vendeuvre, en Meurthe-et-Moselle et son droit d'entrée, minime, était fixé à 20 francs pour que tout le monde puisse en profiter. Elle recrutait alors principalement dans les milieux médicaux, paramédicaux et éducatifs. En fait, en dépit d'une indéniable implantation lorraine, les adeptes de l'OMCT semblaient presque toujours provenir d'autres régions. Une bonne moralité était surtout fermement exigée de tous ces nouveaux adhérents. Cette précision, rarement usitée en pareil domaine, pouvait s'expliquer par le fait que l'OMCT cherchait avant tout, sous la protection de son épaisse gangue de mystère, à mettre sur pied une chevalerie christique, dans la perspective du prochain atterrissage de nos amis d'ailleurs, c'est-à-dire des chevaliers de la milice céleste au service du Christ de Dieu et des maîtres subcorpusculaires. Les postulants terrestres étaient alors, pour leur part, soumis à un temps d'observation pouvant aller d'un jour à un an. La milice céleste au service du Christ de Dieu faisait bien entendu implicitement référence à l'ordre de la milice du Christ, ou plus précisément à l'ordre templier. Aussi, le recrutement des nouveaux adhérents de l'OMCT apparaissait-il comme étant très sélectif. On acceptait ainsi, ici, un nombre limité d'individus qui semblaient refléter les mêmes aspirations et qui poursuivaient un même but ou un même idéal. Car même parrainé par un membre actif, tout néophyte devait être scrupuleusement interrogé et surtout jugé sur ses aptitudes et ses réactions. L'OMCT semblait donc être très paperassière, en ce qui concernait la gestion de ses adhérents et présentait ainsi, nous disait Fanny Cornuau dans un monumental et fondamental ouvrage intitulé La France des sectes, de frappantes analogies avec certaines sociétés maçonniques. Ainsi, ses membres se disaient frères et sœurs, et se devaient mutuellement assistance. En effet, leur attention au progrès de leurs coadeptes, surtout s'ils sont d'un niveau inférieur, ne doit se relâcher ni de jour ni de nuit. Ce groupe était ainsi fermé, secret, et possédait son règlement et ses lois. De plus, il tentait d'entretenir une forte solidarité entre ses membres, lesquels, nous l'avons dit, se devaient sans sourciller, aide et assistance. Organisé de manière quasiment administrative, et cultivant un culte maniaque du secret teinté d'un élitisme forcené, l'association Ontologie et Mysticisme Ciel-Terre ne pouvait donc être simplement réduite aux dimensions forcément étriquées de la majorité des sectes cultuelles ufologiques. Soucieuse de bâtir un ordre, bien terrestre celui-là, de chevalerie, elle présentait en effet également en dernière analyse, toutes les apparences d'une société secrète ou même d'un mouvement politique en gésine. Les dirigeants de l'OMCT avaient ainsi parfaitement compris qu'il suffisait de regarder la liste des ordres chevaleresques pour se rendre compte de la vanité humaine,
et qu'il était indéniable que de très nombreux ordres distribuaient titres et cordons pour satisfaire à cette vanité humaine, en compensation, parfois, de fortes cotisations. Précisons cependant qu'il ne fallait point généraliser, et que d'autres ordres de chevalerie ne cherchaient simplement alors qu'à revenir à des sources plus spirituelles. On précisera ici que l'insigne porté par les adhérents de l'OMCT était en 1978, une soucoupe volante miniature moulée en plastique phosphorescent et montée sur une broche. On ne pouvait rêver gadget plus kitsch. Il faut ajouter que l'adoption d'un insigne de reconnaissance est par ailleurs révélatrice, par-delà les objectifs avoués du mouvement concerné, d'une volonté de se structurer et de se différencier. Bref, de cultiver un élitisme discret. Les chevaliers de l'OMCT pouvaient enfin faire penser par ailleurs aux néo-templiers animant au même moment la très mystérieuse Militia Templi. Ces turiféraires de la Militia Templi affirmaient par exemple que l'immense tâche de l'ordre résurgent devait être assumée avec ceux venus d'ailleurs. Cet ordre templier était basé à la fin des années 70, dans les Alpes-Maritimes et prétendait, comme nombre de ses concurrents, entretenir des rapports directs avec des entités accent aigu théériques, c'est-à-dire avec les supérieurs inconnus. Mais il s'agissait ici plus d'une société secrète que d'une véritable secte, même si les membres de la Militia Templi ajoutaient de plus, y être assistés par le Christ intergalactique. Le phénomène OVNI passionnera également les Templiers écologistes du mouvement parisien Nouvelle Civilisation. Ces croisés du Verseau, ou arconautes, se complaisaient ainsi, en 1978, dans la célébration de cultes occultes inspirés tant des traditions templières que de l'observation des soucoupes volantes. À Beaugency, une société surréaliste locale, LLYS Dana, diffusait alors le même message par le biais d'une revue intitulée Le Dragon Rouge. Plus tardivement, un ordre du Temple de la Jérusalem céleste proposera pour sa part à ses adeptes templiers de voler en corps astral avec des extraterrestres, contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Dans un même courant d'idées naîtra, en 1981, l'ordre chevaleresque international Tradition solaire, fortement teinté de croyances extraterrestres, sans cesse niées cependant, et qui devait donner naissance en 1984 au sinistre ordre du Temple solaire, OTS. Ces deux créations successives plongeaient par ailleurs leurs racines dans un ordre souverain du Temple solaire, OSTS, fondé en 1952 et au sein duquel on croyait déjà en l'existence d'Héliopolis. D'après l'OSTS, Héliopolis ou Hippolyta, selon ses habitants, était ainsi la 16e planète d'un système qui en compterait 33, et se trouvait placée sous les rayons de Sirius. L'ordre de Melchisédéc. L'ordre de Melchisédek, parfois... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.